Auxerre, ville de Bourgogne, tranquille et sans histoire? Pas vraiment. Dans les années 70 et 80, plusieurs affaires criminelles particulièrement sordides se sont déroulées dans le département de l'Yonne. Émile Louis, Michel Fourniret et d'autres s'y sont succédés sans à l'époque être vraiment inquiétés. Une vingtaine de jeunes femmes disparaissent ou sont assassinées sans qu'on ne découvre ce qui leur est arrivé. Ce sont toutes des jeunes femmes sans famille issues de la DAS du département. Une organisation des familles s'est constituée sous l'égide de Pierre Maunoir pour essayer de faire toute la lumière sur ces disparitions suspectes. L'avocat de l'organisation, c'est Didier Seban. Beaucoup d'affaires criminelles sont aujourd'hui inexpliquées dans l'Yonne, de meurtres ou de disparitions de jeunes femmes, ce qui avait fait dire au Conseil supérieur de la magistrature qu'il y avait 0,00% d'élucidation des affaires de disparition de jeunes femmes. Aucune affaire résolue, c'est-à-dire que plusieurs tueurs continuent de sévir en toute impunité dans la région. C'est ce que réclament les victimes. On ne peut pas apprendre par la presse du jour au lendemain que celui qui vous a torturé, violé, court les rues et peut demain revenir chez vous. À la fin des années 80, une affaire a défrayé la chronique locale par son côté particulièrement sordide, l'affaire Claude Dunant. Deux jeunes femmes ont survécu à cette hécatombe et n'ont dû leur salut qu'à la chance et à un extraordinaire instinct de survie. 20 ans plus tard, Huguette accepte de témoigner, mais à visage caché pour protéger sa famille. C'est une enfant de la DAS placée très jeune dans un hospice tristement célèbre où sont passées plusieurs jeunes femmes disparues qui est aujourd'hui désaffectée. Vous avez vécu au foyer de Montmercy. À l'âge de 7 ans. Placée par le juge des enfants puisque j'avais un père qui était alcoolique et que mes parents étaient séparés. Et par la suite, il m'a repris, il a rechuté dans l'alcool et j'ai été placée au foyer de l'enfance à Auxerre. En 1983, à la sortie du foyer, Huguette cherche un emploi. Elle a 18 ans. J'ai répondu à une annonce qui était passée dans l'Union républicaine, qui recherchait une personne pour s'occuper d'une grammaire grabataire et que j'étais nourrie-logée. Celui qui a fait paraître cette annonce, c'est un certain Claude Dunant. Huguette tombe dans un piège qui va faire basculer sa vie. J'ai rencontré Dunant d'abord dans un café. Il m'a donné rendez-vous dans un café, puisque moi, à l'époque, j'étais au foyer de jeunes travailleurs. Le café, il se trouvait juste à côté du foyer de jeunes travailleurs. Et quand je lui ai dit que je faisais partie de la DAS, mais que j'allais me retrouver à la rue, pour lui, ça a été la bonne aubaine. Et il m'a recrutée. Huguette, sans méfiance, suit son nouvel employeur Claude Dunant jusqu'à son pavillon d'Apoigny, dans la banlieue d'Auxerre. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé chez lui? Eh ben, il a essayé de me mettre en confiance en me parlant du travail que je devais faire. Il m'a fait visiter le pavillon et arrivé au sous-sol, il y avait quelqu'un qui l'y attendait. Quelqu'un d'autre? Un homme? Un homme, ouais, ce qui se faisait passer pour un architecte qui a détourné complètement mon attention en me disant les travaux qu'ils allaient faire dans cette pièce pour que ça se transforme en une chambre à coucher. Et pendant ce temps-là, Dunant m'a mis une cagoule, enfin m'a mis une couverture sur la tête et ils m'ont attaché aussitôt. Huguette est enfermée dans la cave de cette maison pendant plus de 3 mois. L'actuel locataire du pavillon a voulu tout transformer pour exorciser le passé. Il n'est pas surpris qu'à l'époque, personne dans le voisinage ne se soit aperçu de rien. Ici, les voisins n'ont rien vu du tout, personne n'a rien vu. Rien. C'était pas possible. De toute façon, les murs de la pièce concernée étaient capitonnés. Il se souvient très bien de ce qu'il a découvert en arrivant. Il n'y avait pas 36 pièces, il y avait une pièce dont le mur arrivait, autant que je me souvienne, à peu près à ce niveau-là. Donc ça vous fait une pièce de, vous voyez, 9 mètres carrés, même pas.
avec des murs en parpaing de vin, une bonne porte, une bonne isolation phonique, et l'interrupteur était à l'extérieur. La fenêtre ne faisait pas partie de la pièce. La pièce était complètement noire. Ça, c'est sûr. Mais j'étais enchaînée à un tuyau sur la pointe du pied. Le jour même, les sévices ont commencé. Quel type de sévices il vous faisait subir? Les premiers sévices qu'il m'a fait subir, c'était me planter des petites aiguilles sur tout le corps. Et puis, par la suite, ça a été beaucoup plus violent. Donc, ça a été les viols avec des objets, ça a été les brûlures, le fer rouge, le fouet, et j'en passe. Donc, il me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques. Il m'a percé les lèvres matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideaux. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter. J'ai eu le droit à des brûlures, entre autres croix gammées sur la poitrine, enfin sur les deux poitrines. C'est un véritable commerce qu'organise Claude Dunant. Il fait passer une annonce dans un journal spécialisé lyonnais où il convie ses clients à devenir eux aussi des tortionnaires moyennant de fortes sommes d'argent. Sa femme Monique participe elle aussi à ces sinistres soirées. Sur ces photos, celle de l'annonce, c'est elle qui joue les victimes. Rousse, 38 ans, poitrine 95, taille 60, fesses 100. Esclave total habitué à tout subir pour le plaisir de mes maîtres, je suis à vous enchaîné sans défense pour 1 heure, 1 jour, 1 mois ou plus. Et comment ça se passait? Alors, où venaient les voitures des différents clients? De toute façon, il y a une rue là, qui aboutit à la Nationale. Là, il n'y avait pas de mur, puisque donc, la Nationale est à, on va dire, même pas 100 mètres à vol d'oiseau. Donc ça, c'est l'allée du château de Ragène. Bon, c'était facile pour des gens de venir à pied, de se garer, de se faire déposer sur la Nationale, il n'y a aucun problème. Et les amateurs de ce genre de pratique affluent, alléchés par l'annonce parue dans le journal du Club Amour. Le tout premier client qui est venu, c'était un Allemand qui s'appelait Helmut. Les premiers sévices que j'ai eus, ça a été à ce qu'il m'enfonce des épingles à tête sur tout le corps. Et je devais dormir avec ça. Donc il m'avait fait dormir à même le sol. Et puis moi, je pouvais pas endurer tout ça, donc je m'étais amusée à les retirer et ça avait déclenché une colère monstre. Ce premier client, Helmut, dont Huguette se souvient très bien, ne sera jamais ni entendu ni identifié. Et ça se passait régulièrement, ça? Tous les jours. Tous les jours. Il le faisait tout seul ou il faisait venir d'autres personnes? Il le faisait tout seul, ou alors il venait se défouler quand il s'engueulait avec sa femme. Donc c'est moi qui prenais, et puis quand il faisait venir ses clients. À combien vous estimez le nombre de clients qui sont venus vous torturer? Minimum 30, ça maximum plus de 30, quoi. Mais à chaque fois, j'étais cagoulée, et à chaque fois, je les voyais pas, j'entendais pas leur voix. Il m'avait fait apprendre un texte par cœur, où il y avait marqué les tarifs. Brûlure de cigarette, 300 francs. Brûlure au chalumeau, 1500 francs. Passer toute la nuit avec moi pour me torturer, 5000 francs. Oui, c'est sûr qu'il s'est fait du fric sur mon dos, ouais, pas de problème. Hein. Après m'avoir brûlé la poitrine au tournevis rougi, ça s'est infecté. Et là, il a commencé à paniquer. Il a fait venir un médecin que je n'ai pas vu parce que j'avais la cagoule sur la tête. Par contre, j'ai entendu le médecin dire à Dunant que pour l'instant, je ne servais plus à rien et que Dunant, il avait été complètement cinglé de m'avoir esquinté la poitrine comme ça. Qu'il soit venu en simple consultation ou comme client, ce médecin ne signale rien à la police.
Ce médecin se suicide quelque temps plus tard. Lui non plus ne viendra donc jamais témoigner. Pour Claude Dunant, il faut trouver une solution. Huguette ne lui suffit plus. Il lui faut piéger une seconde victime. Ironie du sort, c'est par l'ANPE que Dunant organise son traquenard pour une seconde jeune fille, Michaela, elle aussi sous tutelle de la DAS. L'annonce de la NPE précise comme pour Huguette qu'il faut s'occuper d'une personne âgée et que le logement est assuré. J'ai vu cette annonce en demandant à une hôtesse d'accueil qui était là si c'était quelque chose de sérieux. Cette personne m'a répondu que oui. Et moi, je lui ai fait confiance. J'ai téléphoné. Ils sont venus chez moi. Dunant force Huguette à l'accompagner chez Michaela. Il veut ainsi rassurer sa nouvelle victime et culpabiliser Huguette. Arrivée chez elle, j'ai essayé de montrer à Michaela qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas parler. J'avais un collier étrangleur autour du cou, caché par un collier. Et c'est vrai que derrière la robe que j'avais, j'étais tenue en laisse. Et au moindre écart, il tirait sur le collier, quoi. Et c'est vrai que j'ai essayé par tous les moyens de montrer... d'essayer de dire à Michaela qu'elle allait tomber dans un piège et ben on s'est pas compris. Michaela ne comprend pas les signaux d'Huguette et accepte de les accompagner au pavillon d'Apoigny. Non, il fallait que j'y aille parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'argent et je voulais dépendre de personne. C'est vrai qu'à partir du moment où Michaela a été séquestrée, c'est moi qui l'ai pris sous ma coupe. C'est-à-dire que c'est moi qui lui préparais à manger, même si elle ne voulait pas manger, je la forçais à manger. C'est moi qui lui faisais la toilette. Bon, bien sûr, je pouvais pas... c'est vrai que j'ai engueulé Dunant en disant qu'il allait la tuer parce qu'elle était maigre et qu'elle ne pouvait pas subir tout ce que moi j'avais subi. Et vous étiez séquestrés dans la même pièce? Ouais. Michaela, il l'avait attachée sur une échelle, tenue sur un tréteau, de chaque côté. Et moi, j'étais attachée sur la croix de Saint-André. J'ai été violée, j'ai été battue et battue et battue. Et des sévices où moi-même, j'arrive même pas à le dire parce que je peux pas. Apparemment, je suis restée que 3 semaines. Mais peu importe le temps qu'on reste. Les sévices, ils sont là. Et puis ils sont dans notre corps, ils sont dans notre tête, et puis on ne dort pas. C'est des trucs qui me reviennent sans arrêt, même encore aujourd'hui. Par chance, un jour, une opportunité se présente pour Huguette. Dunant ne l'a pas attachée et elle peut s'évader. Immédiatement, elle essaye d'entraîner Michaela. Et c'est vrai que j'ai été pas mal esquintée. Et je lui disais, mais barre-toi, il va nous tuer. C'est foutu pour nous, si tu te barres pas, c'est foutu. Huguette sait qu'elle a ce jour-là une chance qu'elle ne retrouvera jamais. 3 mois enfermés dans le noir, c'est déstabilisant. On ne sait plus où se trouve Auxerre, où se trouve le sens inverse, où se trouve la police et tout. Et c'est vrai que j'ai atterri chez ma mère et c'est mon médecin traitant qui a fait appel au procureur de la République. Huguette est confiée à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre et fait incompréhensible, entre le moment où le procureur est prévenu et l'intervention de la police, il va s'écouler 3 jours. Il semble qu'un gendarme, Christian Jambert, soit le premier sur place le jour même. À cette époque, l'adjudant Jambert termine son enquête sur les disparus de Lyon. Il pense que 7 jeunes femmes disparues ont été assassinées par un chauffeur de car nommé Émile Louis. Il a bien du mal à se faire entendre. Sans doute estime-t-il que ces 2 affaires ont des points communs. En 2002, Marie-Lise Lebranchu, alors garde des Sceaux, demande une enquête sur un possible lien entre les 2 affaires. Aucun élément judiciaire n'avait jusqu'à présent permis de faire le lien entre cette affaire et les faits. Donc c'est exactement la déclaration que je fais le 6 février 2002, dont est suspecté Émile Louis, ne serait-ce que parce que Émile Louis était incarcéré à la date des faits reprochés aux époux Dunant. Donc là, on est certain de ça.
De toute manière, Jean-Bert n'aura pas le temps de vérifier sa théorie. Il est immédiatement dessaisi de l'enquête au profit de la police judiciaire. C'est le SRPJ de Versailles qui est chargé de l'intervention alors que Michaela attend toujours sa libération dans la cave du pavillon d'Apoigny. C'est le commissaire Vialat qui vient en repérage, mais il attend encore une journée avant d'intervenir. Moi, quand je les ai vus arriver, je croyais que c'était des gens qui venaient m'acheter. La police libère enfin Michaela et arrête le couple Dunant. Le commissaire Vialat est mort en 2002, mais un proche du dossier qui a longtemps enquêté sur cette affaire a accepté de nous parler de manière anonyme. Il a rencontré Vialat quelques mois avant sa mort et le policier n'avait jamais oublié l'affaire Dunant. Il était commissaire à l'époque où l'affaire Dunant éclatait. C'était le premier à intervenir au pavillon des Dunant. Et ce qui avait frappé ce policier, c'est que, en fait, l'information ne s'était pas cantonnée à l'hôtel de police, mais d'autres gens le savaient, puisqu'il a trouvé sur place un journaliste local de Lyon Républicaine qui était présent sur les lieux. C'était quand même probablement surprenant. L'ancien substitut du procureur d'Auxerre, Daniel Stilinovic, nous le confirme. L'intervention de la police chez les Dunant a été pour ainsi dire annoncée. L'affaire a été sabotée, et là je maintiens sabotée, dans le temps de la découverte, le lendemain, le surlendemain ou plus tard. Il y a une fuite au ministère de l'Intérieur, au service de presse. L'affaire était révélée. Il n'y a pas meilleur moyen pour prévenir les clients de ne pas se pointer que d'utiliser encore les médias, quoi. Bon, alors ça s'appelle un sabotage, oui, bien sûr. C'est un sabotage. Mais ce n'est pas la seule chose qui a étonné le commissaire Vialat dans cette affaire. Étant les premiers à intervenir sur les lieux, il aurait dû être convoqué au tribunal pour raconter les conditions de l'interpellation. Or, il n'a jamais été convoqué au procès de Claude Dunant. Et M. Vialat a toujours été étonné. Pour lui, cette affaire a été foirée. Il est décédé le 1er décembre 2002 d'une crise cardiaque. Sa femme ne lui connaissait pas d'ennui de ce genre. Le commissaire Vialat que l'on oublie de convoquer au procès, ce n'est qu'une des bizarreries de cette affaire. L'instruction est menée de manière pour le moins contestable par le juge bourguignon. Dunant arrêté, l'enquête aurait dû s'orienter vers l'identification de ses clients. Pour Huguette et Michaela, identifier et voir condamner leurs tortionnaires était presque aussi important que de savoir Dunant en prison. Vous avez de la haine contre ces clients, là? Oui, parce que là, à l'heure actuelle, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, ils le savent, ils vivent avec. Mais ça ne les empêche pas de continuer leur petite vie tranquille. Ça se trouve, ils ont une bonne femme, des gamins, et en fin de compte, ils se vengent sur des filles comme nous parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur femme. Mais avant de partir, j'ai pris le plus de preuves possible, donc photos, carnet d'adresse à lui. Les enquêteurs saisissent divers agendas, bloc-notes et carnets contenant noms et adresses. Les carnets sont mis sous scellé, mais très vite, une greffière, Madame Jousselin, fait une étrange découverte. Je n'ai parlé qu'aux inspecteurs du CSM et je n'en dirai pas plus. Bon, d'accord. Je suis toujours tenue par mon obligation de réserve. D'accord. Madame Jousselin avait déclaré aux inspecteurs du CSM. J'ai souvenir de certains scellés de l'affaire Dunant, dont un agenda noir. Quelques jours plus tard, je feuilletais cet agenda et constatais que 2 pages avaient été arrachées. Pourtant, même avec ces 2 pages arrachées, ces carnets restaient pour certains bien compromettants. Il y a 3 carnets noirs. Et il y a toutes les adresses de tous ces clients dedans. Ces carnets sont passés où ? Les carnets d'adresses contenant les noms des clients des pièces à conviction essentielles qui disparaissent finalement sans explication. Où sont passés les fameux carnets ? 16 ans plus tard, Marie-Lise Lebranchu ordonne une enquête. Lors de l'inspection conduite en novembre 2001 à Auxerre par le procureur général de Paris, il a été révélé que des scellés de l'affaire Dunant avaient été détruits. Qui a détruit les scellés contenant les carnets mystères ?
Moi, ce qui m'a gênée, et ça, je ne me le remettais pas en mémoire, c'est que quand il y a eu l'inspection, donc, en décembre 2000 et février 2001, personne n'a parlé des scellés détruits. Et c'est quand j'ai déposé, avec des noms, en disant je veux au CSM un tel, un tel, un tel, un tel, que tout d'un coup, ils avaient des révélations à faire sur autre chose. Et ça m'a pas plu. Des magistrats révèlent la disparition de pièces à conviction à suivre, mais en juin 2002, Marie-Lise Lebranchu quitte le ministère de la Justice sans réponse à ces questions, et pourtant ses carnets ont bel et bien disparu. Fin 1983, une information judiciaire est ouverte pour séquestration et violence précédée d'actes de torture et d'actes de barbarie. Le juge d'instruction Jacques Bourguignon est désigné. C'est le même juge qui va classer sans suite, quelques mois plus tard, le rapport du gendarme Jambert sur les disparus de Lyon. Quant à l'identification des clients, elle patine. Est-ce qu'il vous a posé des questions sur les clients? Non. Non. Jamais. Non. L'avocat de Claude Dunant, maître Liénard, s'étonne lui-même des faibles résultats de l'instruction. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment recherché qui étaient les clients de Claude Dunant. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. J'ai l'impression que si cette affaire avait été confiée en 2003 à certains magistrats instructeurs parisiens, très probablement, les suites en seraient différentes. Huguette n'a pu apercevoir qu'un seul client. La seule personne que j'ai vue en visage découvert, c'est Étiévan, Georges Étiévan, un avocat libanais. C'est Étiévan qui m'a fait écrire les lettres pour mes parents. C'est Étiévan qui a ordonné que je sois punie quand il fallait être punie. Enfin, voilà quoi. Et qu'est-ce qui lui arrivait, cet Étiévan, lui, ensuite? Il a été entendu par le juge? Il a été entendu par le juge et puis il n'a pas eu le temps d'avoir le procès puisqu'il est mort avant. Une poignée de clients a pu être identifiée, c'est ce que nous confirme notre informateur. Il y aurait eu une cinquantaine de clients. Sur cette cinquantaine de clients, on en a identifié 4. Sur ces 4, 3 sont décédés. 2 sont décédés de crise cardiaque. Et puis le troisième qui a été condamné et qui menaçait de faire exploser le département par rapport à ce qu'il savait sur cette affaire ou d'autres choses. Il est décédé de manière totalement brutale en 2001. Il tue sa femme et se suicide. Et le quatrième client qui a été identifié, son dossier a disparu et il n'a pas été inquiété. On doit se poser la question. Voilà quelqu'un qui est désigné nommément, qui existe, qui, si je lis la loi, a commis une infraction de nature criminelle et qui ne sera pas poursuivi. Le fait est que ça pose un point d'interrogation en mode majeur dont chacun fera ce qu'il voudra. Nous avons voulu demander au juge Bourguignon, aujourd'hui doyen des juges d'instruction de Mulhouse, de nous confirmer qu'il y avait bien 50 clients présumés. Alors moi je ne sais pas du tout s'il y a 50 clients, ou 30, ou 10, ou 20. J'en sais rien. Je ne sais pas. Pourquoi, d'après le juge, Michaela a-t-elle dû attendre si longtemps sa libération après l'évasion d'Huguette? Il était à un moment question qu'on fasse une intervention en douceur, de façon à ce que l'on puisse essayer d'appréhender des éventuels complices ou co-auteurs. Donc on voulait faire le silence total sur cette affaire, de façon à ce que ça ne transparaisse pas du tout dans la presse, et puis surprendre un peu tout le monde. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, il y a eu une fuite, manifestement. Peut-être que c'est ce qui explique en partie le retard, dans la mesure où on voulait mettre toutes les chances de notre côté et bien organiser cette intervention, puisqu'une intervention de police, c'est jamais quelque chose de très discret. Le seul client identifié est toujours vivant, Monsieur Joseph, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'Huguette et mis en examen pour ce motif. Nous l'avons retrouvé quelque part dans la région parisienne. Un homme, ouais, qui se faisait passer pour un architecte qui a détourné complètement mon attention en me disant les travaux qu'ils allaient faire dans cette pièce pour que ça se transforme en une chambre à coucher. Et pendant ce temps-là, Dunant m'a mis une cagoule, m'a mis une couverture sur la tête et ils m'ont attaché aussitôt.
Est-ce que vous êtes monsieur Joseph? Oui, bonjour. Ça vous dit quelque chose, Claude Dunant? Comment Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai eu un non-lieu, alors oui, voilà ce que je peux vous dire. Vous n'avez jamais participé à tout ça? Mais je le connais. Je l'ai connu quand il habitait Villefranche. Vous n'êtes jamais allé à Poigny, vous? Non, non. Oui, mais comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette affaire? Pourquoi Dunant a-t-il donné votre nom? Moi, je pense qu'il a voulu couvrir quelqu'un, moi, je pense. Vous avez même jamais su qu'il faisait ça, qu'il avait ce réseau sadomaso, là? Non, si, je savais qu'il était un peu... Qu'il bizarre. connaissait des femmes, si, ça, je savais. Ça. Mais vous avez jamais été client? Non, je n'ai jamais été client. Contrairement à ce qu'il dit, Monsieur Joseph a reconnu pendant l'instruction avoir rencontré Claude Dunant par le Club Amour et connaître au moins un autre client. Nous décidons de montrer ces images à Huguette. J'aurais bien aimé rencontrer une amie, mais pas, pas dans ces conditions un peu... Oui, puis pas pour faire, parce que là, il est torturé. Là. Oui, il paraît qu'il les a... Ouais. De toute façon, vous, ça vous intéressait pas du tout, ce genre de truc? Si, moi j'étais intéressé, j'étais curieux. Ouais. J'étais curieux, je dirais intellectuellement curieux. Qu'est-ce qui vous fascinait là-dedans? Qu'est-ce qui vous intéressait? J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse avoir du plaisir dans la douleur. Moi, ça me semblait incompréhensible. Il y a quelque chose qui me chagrinait. Vous avez réagi là, Oui. Il y a de quoi réagir. Mais il y a des mimiques au niveau des yeux, du front qui trompent pas, quoi. C'est... Mais bon, pareil, je suis pas physionomiste, donc je dirais pas c'est lui à 100%. Bien sûr. Ah, le profil, là, je viens de voir un profil là, avec une lumière beaucoup plus claire, là, ouais. Ça lui ressemble, hein. Il y a des airs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sortais de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, on m'avait foutu sous antidépresseurs, il y avait l'influence de Dunant, il y avait... Et quand on a 18 ans, on est complètement paumé, hein. Je peux lui dire merci, hein, parce que... C'est parce qu'elle vous a pas reconnu que vous avez pu partir. Elle m'a complètement innocenté. Hein. Elle m'a dit non, c'est pas du tout lui. Il était plus grand, il avait les yeux marrons. Ça correspondait pas du tout. Hein. Non, là, c'est trop, là. Quand il dit que j'ai dit au juge qu'il avait les yeux marrons, qu'il était très grand, alors que j'ai dit qu'il avait les yeux bleus, qu'il était petit. Pas de problème. En effet, un an avant, Huguette avait été formelle sur sa description de Monsieur Joseph. À quoi il ressemblait, en gros, aujourd'hui, vous vous en souvenez un tout petit peu ou... Brun, yeux bleus, barbe, et pas très grand. Pour autant, le juge estime que le doute profite à Monsieur Joseph, dont le dossier est classé très rapidement. Pourtant, il avait été reconnu par Dunant et sa femme. Qu'est-ce qui explique le fait que Claude Dunant, lui, n'ait jamais donné le nom d'aucun de ses clients? Peut-être une sorte de déontologie sexuelle. Pourquoi pas? Moi, vous savez, ça n'est pas un des aspects de sa personnalité qui me sera le plus désagréable. Hein. C'est Albert Camus qui disait « Je préfère un bon assassin à un mauvais facteur » et je fais mienne cette réflexion. C'est-à-dire que quand, à un certain moment, on vient vous reprocher un certain nombre de comportements qui vous apparaissent peut-être à vous-même, il y a une certaine noblesse, même si le mot est un peu fort, à ne pas défausser sur d'autres sa propre responsabilité. Une explication un peu difficile à accepter par les victimes. Il disait qu'il avait des gens bien placés. Il me disait, oui, qu'il avait des gens qui étaient très haut placés, qui avaient beaucoup de puissance, et que lui, il était qu'un pauvre instrument dans leurs mains. Le chapitre judiciaire est, semble-t-il, clos. Pourtant, il reste une cinquantaine de clients qui n'ont jamais été inquiétés. Mais Huguette et Michaela ont-elles été les seules victimes? Il n'y a pas que nous, quoi. Il y a aussi toutes celles qui ont disparu, qu'on ne retrouvera jamais. Vous avez l'impression qu'il y avait eu d'autres victimes avant vous et Huguette? Oui, il me l'avait dit. Il m'avait dit, j'arrive pas à te vendre, t'es trop cher. Il me disait, tu finiras comme les autres, tu mangeras le pissenlit par la racine. Huguette et Michaela n'ont pas été les seules victimes, c'est ce que nous confirme notre informateur. Une troisième fille, une troisième jeune femme. Elle n'a jamais assisté au procès. Cette jeune femme, elle s'appelle Isabelle.
Isabelle n'a jamais été entendue par le juge d'instruction. Ce n'est pas une proie comme les autres. Elle s'est prostituée au début des années 80 sur les bords de l'Yonne à Auxerre. Recrutée par Dunant, mais effrayée par ce qu'il lui faisait subir, elle s'est enfuie et n'a jamais réapparu. Isabelle n'était pas cagoulée. Il est donc probable qu'elle ait vu certains clients. Après une enquête difficile, nous retrouvons sa trace à Montdidier dans la Somme. C'est là que nous apprenons qu'Isabelle est décédée. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Édouard? J'avais téléphoné pour avoir des renseignements sur votre fille. Elle est décédée? Oui, il y a déjà un moment de ça, hein. Il y a déjà plusieurs années? Ça fait des années que moi je ne l'ai pas vue, puis elle est décédée, je ne sais pas pourquoi. J'ai un beau-fils dans Lyon, il n'y a que lui qui peut vous renseigner. Lui, il est toujours là-bas. Il a de grandes propriétés là-bas. À Auxerre même? À Auxerre même, oui. Ouais. Isabelle est morte en 1998, mais dans quelles circonstances? C'est la question que nous posons à son beau-frère, un homme inquiet qui a voulu aussi rester anonyme. Ils l'ont retrouvé empoisonné, c'est affirmatif. Ils m'ont pas dit que c'est elle qui s'est empoisonnée. Hein. Ouais. Et ça vous a paru bizarre, cet empoisonnement? Ce que j'ai pas compris chez elle, aucun papier, aucune photo. Elle avait toujours les photos de ses gagnés. Pour vous, on a fait disparaître tout ça, quoi. Pour moi, on a fait disparaître les traces. Tout est détruit. Mais ce n'est pas tout. Le beau-frère d'Isabelle nous révèle pourquoi, en 1991, Isabelle n'a pas pu se rendre au procès du Nant. Elle est accidentée, elle ne peut pas se déplacer. Elle a eu un accident de bagnole, remarquez pas une bagnole, c'est tout ce qu'on sait. Qui a provoqué pour elle l'impossibilité de se déplacer. Oui, moi je l'ai su donc par ses amis là dedans qui habitaient Chalon. Cet accident aujourd'hui vous paraît louche aussi, quoi. Bah oui, c'est plus que bizarre. C'est plus que bizarre. La justice n'a pas tenté de retrouver Isabelle après l'instruction, une instruction qui s'éternise. En 1988, Claude Dunant attend son procès en prison depuis déjà 4 ans. C'est alors qu'entre en jeu une curieuse association d'insertion de détenus, la Fraternité Notre-Dame, fondée par un visiteur de prison, un certain Georges Fritsch, et financée par des fonds publics. Elle s'intéresse tout particulièrement aux détenus Dunant. C'est d'ailleurs bizarrement elle qui reçoit de l'argent de Claude Dunant et non l'inverse, comme le prouve cette lettre envoyée par Dunant au Crédit Lyonnais. Veuillez remettre à M. Fritsch les bons anonymes pour transfert à l'association Fraternité Notre-Dame, dont le montant s'élève à 90 000 francs. Dunant finançait-il l'association en échange d'une intervention? En tous les cas, ça marche. Georges Fritsch, ce recommandant de Jean-Pierre Soisson, alors ministre du Travail et maire d'Auxerre, intervient auprès de Pierre Arpaillange, ministre de la Justice, pour obtenir de l'argent et la libération de Claude Dunant. Monsieur le ministre, je profite de mes vieilles et excellentes relations avec monsieur Jean-Pierre Soisson pour solliciter une subvention de 200 à 220 000 francs. Monsieur Dunant a une conduite exemplaire. Il pourrait demander une semi-liberté, même dans le cas d'une condamnation à 14-15 ans, ce qui semble être le maximum prévu par la loi vu les chefs d'inculpation. Nous contactons la préfecture de Lyon pour consulter les statuts de la Fraternité Notre-Dame. Je vous dérange pas de... C'est moi qui vous ai appelé hier pour consulter le dossier sur la Fraternité Notre-Dame. On a questionné le préfet hier soir. Oui. Et bon, il ne souhaite pas dans la mesure où l'association est dissoute. Pourtant, les consultations sont normalement publiques. En tout état de cause, la Fraternité Notre-Dame fait tout pour obtenir la libération de Dunant. La lettre à Pierre Arpaillange a-t-elle fait de l'effet? Toujours est-il que dans la foulée, Dunant obtient sa libération provisoire en 1990. Une décision rarissime dans les annales de la justice pour un détenu accusé de violence, précédé de torture et d'actes de barbarie. 3 jours après sa libération, Dunant est contacté par un généreux donateur, c'est ce qu'il explique à Lyon Républicaine. J'ai eu un contact avec une personne qui me proposait une nouvelle identité, un billet d'avion pour le Sénégal et une forte somme d'argent. J'aurais pu m'échapper facilement. Mais Dunant confiant reste en France.
Le procès a finalement lieu en octobre 1991. Dunant reconnaît les faits, mais ne dénonce pas ses clients. Il n'hésite pas à regretter l'abolition de la peine de mort qu'il estime méritée. Le procès, pour moi, ça a été une horreur. C'était l'enfer qui recommençait. Parce que tout était là, devant nous. Sauf les clients. Sauf les clients. Et Dunant mentait sans arrêt. Et pour pas faire un scandale, pour me tenir correctement, devant les jurés, devant le procureur, même devant M. Bourguignon, qui à cette époque-là était juge, eh ben, je faisais des allées et venues. Je restais pas en place, j'arrivais pas. Quelle était l'attitude de Dunant? Arrogant. Il nous toisait de la tête aux pieds, l'air de dire que quelque part, il a toujours ce petit esprit de vengeance. Je l'ai dénoncé et ça lui a pas plu. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté par les assises de Lyon le 2 novembre. Claude Dunant est renvoyé en prison jusqu'en juin 2001. Il aura accompli moins de 15 ans de prison. C'est exceptionnel pour un condamné à perpétuité. Peu de temps après sa sortie de prison, il contacte Gérard Delorme, le rédacteur en chef de Lyon Républicaine. Il a demandé l'autorisation au juge d'application des peines parce que sa libération conditionnelle était aussi liée à une loi du silence qui lui avait été demandée. Il a obtenu l'autorisation et bon, moi je l'ai rencontré bien volontiers parce que bon, il a purgé sa peine, on a dit aussi les choses et aujourd'hui je crois que c'est un homme un peu différent qui veut essayer de se réhabiliter. On ne sait pas, on a du mal à mesurer quelle est la part de vrai dans ce qu'il pouvait dire, parce que bon, c'est un acteur aussi, Claude Dunant. Je veux vivre plus discrètement, dans l'ombre, dans l'anonymat le plus complet, et consacrer le restant de mon existence à faire le bien autour de moi, à soulager la détresse, à aider et à secourir. Il se croit peut-être avec une auréole au-dessus de la tête. Il ne faut pas oublier que c'est un tortionnaire avant tout. Un pervers, un tortionnaire et que mentalement, pour moi, il n'est pas guéri. Mais il ne le sera jamais. Dunant est venu parler des clients du réseau Sadomaso avec le journaliste et cette fois, il est assez précis. Les clients étaient des personnes importantes, habituées au club de rencontres, surtout des Parisiens et quelques Lyonnais. Il y avait des chefs d'entreprise, des chirurgiens, un homme politique nationalement connu, peut-être des magistrats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cet article, il l'a accordé parce que c'était en fait un peu une menace par rapport à ses clients? Oui, mais de toute manière, Dunant, il est soutenu par quelqu'un. Il faut retrouver par qui. Parce que il a la chance avec lui jusqu'à maintenant. Il a fallu plusieurs rendez-vous pour qu'on obtienne cet entretien en dehors du département de Lyon où il était interdit de séjour puisqu'il doit vivre dans l'est de la France et il a été très prudent, il ne voulait pas de photos effectivement. Après cette interview, Claude Dunant se cache. Personne n'en entend plus parler. Nous retrouvons l'adresse officielle qu'il a donnée au moment du renouvellement de son permis de conduire. Nous nous y rendons, son nom figure sur la boîte aux lettres. Pourtant, sur place, personne ne semble le connaître. Oui, il est parti il y a combien de temps de... Moi, ça fait 4 mois que je suis là et je l'ai jamais vu. Ah, jamais vu en fait? Ah bon, parce que j'ai quelqu'un cet après-midi qui disait qu'il l'avait vu encore il y a quelques jours, mais... Bon, voilà. Le lendemain, lorsque nous tentons une deuxième fois de le rencontrer, son nom a été effacé de la boîte aux lettres. Après plusieurs semaines de recherche, nous retrouvons Dunant à Mulhouse.
Il habite en plein centre, dans un appartement d'un immeuble cossu. Il est loin de se conduire comme une personne effacée et tranquille, comme on nous l'avait décrit. Nous l'avons observé plusieurs jours. Presque jamais seul, Dunant est très prudent et nous semble méfiant et tendu, comme s'il craignait quelqu'un. Donne une boîte postale comme adresse et s'assure régulièrement de ne pas être suivi. Il refuse à plusieurs reprises de nous parler. Pourquoi est-il si inquiet? C'est ce que nous cherchons à savoir en rencontrant l'ancienne compagne de son codétenu à la prison d'Auxerre et qui est demeurée son amie. Nous la filmons en caméra cachée. Vous l'avez connu comment, vous? Moi, je l'ai connu parce que mon concubin a eu un très grave accident, un soir déjà là, et il avait de l'alcool dans le sang, il y a eu un mort, donc il avait été incarcéré. Ah oui, d'accord. Voilà. On s'est toujours occupé de lui le temps qu'il était incarcéré. Puis quand il est sorti la première fois, donc il était hébergé dans ma famille. Il était comme 15 jours sans sortir, parce que les autres ont dit, si on le rencontre, s'il est sorti, c'est qu'il a bavé. Il a eu des lettres de menaces, comme quoi s'il parlait, et en sortant, il était zigouillé. Ah bon? Il recevait des menaces par téléphone, par courrier, comment? Par courrier. Lui disant quoi? Bah, s'il parlait, qu'il savait ce qu'il attendait, quoi. On le reste plus, quoi. Parce que lui, il a payé pour les autres. J'ai beau lui dire, Chico, il t'a payé pour des putassiers, des pourris, des pervers. Balance, t'en as rien à foutre. Il a peur encore aujourd'hui. Ah, moi je pense. Pourtant, un jour, nous rencontrons Dunant dans la rue, le suivons dans un café où il se confie. Nous le filmons en caméra cachée. Moi, il a fallu la prison pour que je quitte ce milieu sadomaso et tout ça. Je savais, quand ça empirait avec ma première épouse, je savais que j'irais en prison. Mais ma première épouse, elle avait le chic pour faire connaissance d'hommes bien placés. Hein. Et puis on a fait connaissance de quelqu'un qui nous a dit « Attends, ta femme, il faut lui faire connaître un autre monde, tu vas voir que là, ça va l'adresser un peu et tout. » Et puis il nous a initiés. C'est comme ça qu'on est rentré dans le sadomaso. C'est Étievant, non, c'est ça? Hein? C'est Georges Étievant? Oui, c'est ça. Ouais. Qui est décédé aussi, lui. Oui, bah oui. Et combien il y en avait de clients différents à peu près? On va parler d'une trentaine. Bah, vous savez, au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine au banc des accusés. Ils étaient à peu près dans les normes. Ouais. On n'avait que des Parisiens ou des gens de la région de Paris. Des gens de la haute, quoi. Bon, c'est sûr que c'était pas le... Est-ce qu'on a parlé aussi d'un politique nationalement connu? D'un homme politique nationalement connu? Il y a eu des gens de la politique, oui, mais enfin... Un ministre nationalement connu. C'est pas ministre. C'est pas ministre? C'était quelqu'un dans un parti politique, mais... Nationalement connu? Enfin, son nom n'était sûrement pas inconnu, mais enfin... C'est tout. Le problème, c'est qu'on a... Et celui-là, même, il n'était pas dangereux parce qu'il venait en spectateur. Le cinéaste Yves Boisset s'est passionné pour tous ces mystères. Préparant un film sur les ratés de la justice auxerroise, il a enquêté dans tout le département. Yves Boisset a une petite idée sur ceux qui pourraient menacer Dunant aujourd'hui. Des gens qui ont pu observer les allées et venues autour de la maison de Dunant ont identifié un ancien ministre pour l'avoir vu à la télévision et l'avoir donc reconnu, et semble assez clair dans l'identification d'un ancien ministre lié d'ailleurs à des activités dans la région. À la suite d'ennuis fâcheux, ce ministre a quitté la carrière politique il y a quelques années.
Est-ce que vous avez été soumis à des pressions ou des menaces pendant que vous meniez cette enquête à un moment ou à un autre? Des menaces, non, pas directement. Simplement, un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et je lui ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture dans laquelle il y avait les notes que j'avais prises avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Et vous étiez garé rue de Valois où, disons, les forces de police ne manquent pas. Donc, non, c'est un des terrains de jeu favoris des forces de police en tout genre, puisqu'il y a la Banque de France, le ministère de la Culture et une antenne DRG. Une fois de plus, il paraît difficile de chercher à faire la lumière sur toutes ces affaires. Autour de l'affaire Dunant, au moins 8 personnes sont mortes de suicide ou de crise cardiaque inattendue, à l'exception de Monique Dunant, décédée à la suite d'une chute accidentelle dans l'escalier. Il reste 2 jeunes femmes, Huguette et Michaela, meurtries pour toujours et vivant difficilement. Aujourd'hui, 20 ans après les faits, elles font un bilan bien sombre de leur histoire. Pour vous, il n'a pas payé encore? Il n'a pas assez payé, il ne payera jamais assez parce que les douleurs qu'il nous a fait subir, nous on traîne ça. On traîne ça comme un boulet de canon. Moi j'aurais préféré mourir, au moins j'étais morte, j'étais tranquille, c'était fini. Tandis que maintenant c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est comme un film qui ne s'arrête jamais. Et pour arriver à vivre à peu près correctement, avec du monde qui est autour, il faut se battre contre soi-même. J'ai appris. Ça n'a pas été facile, mais j'ai appris. Il y a des odeurs qui remontent. On se sent sale. Les gens vous regardent en disant « C'est pas juste ce qui leur est arrivé. » Mais maintenant, c'est des femmes qui sont sales. Vous avez cette impression d'être rejeté? Non, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens disent. Et comme je suis assez fière, et je suis assez battante, on va dire, je les regarde, je les souris, puis je leur dis, prenez ma place, je vous la donne. Vous avez l'impression que justice n'a pas été rendue? Non, justice n'a pas été faite, ça a été bâclé. Quant à Huguette, pour retrouver une santé physique totale, elle aurait besoin d'une opération qu'elle ne peut pas s'offrir. Corinne Herman, juriste au cabinet Seban et défenseur d'Huguette, tente de trouver une solution. Difficile. Aujourd'hui, elle n'a absolument pas les moyens d'obtenir une telle opération et aucune indemnisation n'est plus possible, ou en tout cas, elle sera insuffisante pour lui permettre de financer une telle opération. Je pense que c'est un point qui devrait être également étudié et vu par la justice lorsque ce type de victime existe et qu'il y a des conséquences physiques et morales qui peuvent durer des années et des années. Lui, ça y est, pour lui, il a payé sa dette, il a été en prison et tout. Mais il faut savoir que les cicatrices qui nous restent sur le corps, toutes les douleurs qu'on a encore, aussi bien physiques que psychologiques, eh ben, on les portera jusqu'à la fin de notre mort, nous. Donc, nous, on continue à payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Même 20 ans après, il y a des fois, on a envie de se foutre en l'air. Moi, je sais que par moments, j'ai des états suicidaires. Au contraire, Dunant vit dans un bel appartement apparemment sans difficulté financière. Certes, Dunant a payé sa dette à la société, mais une 50aine de clients restent inconnus encore aujourd'hui. Huguette et Michaela vivent toujours dans la crainte qu'elles n'ont pas évacuée. Il leur faudra encore bien des années avant d'avoir une vie paisible.